Amandine Kalinipon, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien de la chaire Yves Tramar, je vous en prie. présidée par Monsieur Jean-François Bayard. Vous êtes donc professeur d'histoire contemporaine à l'université Aix-Marseille. Vos recherches portent notamment sur l'influence des religions dans les relations internationales et sur la question du sionisme chrétien. Vous avez notamment publié l'ouvrage La droite catholique aux États-Unis de la guerre froide aux années 2000 et vous avez coécrit un ouvrage intitulé Géopolitique des religions en 2019. Vous êtes actuellement sur le point de publier un livre coécrit avec Marie Guettet intitulé Washington et le Vatican, une relation spéciale de l'indépendance des États-Unis à Barack Obama. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours, pour commencer, de vos travaux et de ce qui vous a amené à vous intéresser à la question du sionisme chrétien? Alors, mon parcours, il est assez classique. J'ai fait des études de sciences politiques et parallèlement des études d'histoire qui se sont rencontrées finalement au niveau de mon master, puisque je l'ai préparé à Sciences Po Paris en histoire contemporaine. Et le directeur de ma thèse était également le directeur du Centre d'histoire du XXe siècle, le professeur Pierre Milza, qui m'a orienté comme sujet de thèse vers un sujet de relations internationales. Et il était intéressé à l'époque sur les rapports entre les États-Unis et le Vatican, particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Donc j'ai fait ma thèse là-dessus. Et je suis ensuite, j'ai continué ma carrière universitaire et donc mes sujets de recherche qui ne m'ont pas lâché, qui se sont transformés avec le temps mais qui ne m'ont pas lâché, pour lesquels j'ai toujours beaucoup de passion, outre les relations internationales et les États-Unis dans les relations internationales, donc l'histoire du christianisme contemporain aux États-Unis, notamment du catholicisme, et ensuite les relations entre politique et religion aux États-Unis, notamment à travers l'évolution des positions politiques des catholiques, et en même temps, toujours essayer de regarder les relations internationales ou la politique extérieure des États-Unis par le prisme religieux, et donc voir quelle est l'influence dans cette politique extérieure américaine de la dimension religieuse. Et plus généralement, donc, les thématiques de religion et relations internationales. Donc c'est par ce biais-là, si vous voulez, que j'ai croisé le sionisme chrétien, mais je ne suis pas une spécialiste de cette branche particulière, spéciale, du protestantisme américain. Très bien, merci beaucoup. Alors le sionisme est donc souvent plutôt associé à la religion juive, mais vous vous êtes intéressé à ses origines chrétiennes qui sont-elles moins connues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les liens historiques qu'il y a donc entre le christianisme et l'émergence du sionisme? Alors, les chrétiens sionistes, historiquement, sont situés d'abord dans les pays anglo-saxons, notamment la Grande-Bretagne et l'Amérique du Nord, et ils sont un ensemble de groupes. Donc c'est plutôt une nébuleuse qu'un groupe spécifique, un ensemble de groupes fondamentalistes du protestantisme. Et en eux-mêmes, ils sont très minoritaires. En revanche, ce qu'on pourrait dire, c'est que leur interprétation, ou les effluves de leur interprétation ont contaminé aujourd'hui de larges pans des églises protestantes évangéliques et pentecôtistes à travers la planète. Donc on trouve des chrétiens sionistes dans pratiquement tous les continents aujourd'hui. Et sans pour autant se retrouver sur exactement les mêmes choses, on va dire que les chrétiens sionistes partagent un certain nombre de points avec les sionistes religieux juifs dans ces années récentes, qui considèrent en tout cas que la réalisation de l'État juif est d'abord une preuve de l'historicité ou de la véracité de la Bible, et en même temps un témoignage de la présence de Dieu dans la vie des hommes. Et les sionistes chrétiens, ou chrétiens sionistes plutôt, considèrent que la consolidation de l'État juif
est un devoir religieux qui doit se matérialiser par un engagement en faveur de cette cause. Et l'appellation de sionistes chrétiens est une appellation qui est plutôt extérieure à eux-mêmes que la propre manière dont ils se définissent. Et on va dire qu'à la différence des juifs sionistes qui pensent que la création de l'État d'Israël est une fin en soi, les chrétiens sionistes, eux, considèrent que c'est une étape dans un processus qui va plus loin, donc qui est plus large, et ce processus, c'est celui de la fin des temps, avec, à travers leur théologie, l'avènement, le retour du Christ sur terre, au sein du royaume reconstitué d'Israël, dont il va être lui-même le roi terrestre. Donc il y a sur les causes finales de la position sioniste, il y a vraiment des différences très profondes entre les chrétiens sionistes ou les sionistes religieux juifs. Voilà. Donc, d'un point de vue historique, les sionistes chrétiens ont une histoire théologique tout d'abord. On va dire qu'ils sont issus du monde protestant britannique, qui a réinterprété. Alors c'est une réinterprétation protestante générale de la foi chrétienne à partir du XVIe siècle et à partir des Écritures seules plutôt que de la tradition et bien sûr loin de l'Église catholique. Donc il y a une réinterprétation de toutes les vérités catholiques, y compris de l'époque, y compris celle de la place du peuple juif dans le dessein de Dieu et sa place aussi dans les devoirs religieux des chrétiens. On peut dire que dans les théologies antiques, catholiques, mais aussi orthodoxes et orientales, la théorie de la substitution du peuple chrétien au peuple juif dans le cœur de Dieu a été comment dire, séculaire. Et là, avec le XVIe siècle et cette nouvelle interprétation dans le monde protestant, eh bien, le peuple juif est vu de manière beaucoup plus positive, redevenant le peuple biblique, c'est-à-dire redevenant la nation toujours chérie de Dieu, qui a sa place dans l'économie du salut. Et finalement, espérer que la nation juive soit restaurée sur la terre que Dieu lui a promise et donnée, devient une inflexion dans la foi protestante. Et on va l'appeler cette inflexion le restaurationnisme, le fait de restaurer Israël. Et ça prend un peu au pied de la lettre, vous savez, la parole divine à Abraham dans la Genèse 12:3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc le chrétien doit bénir le peuple de Dieu et croit que Dieu va le rétablir sur sa terre. Il prie pour cela. Donc c'est une inflexion de croyance et c'est une espérance, mais qui est laissée entre les mains de Dieu. Si vous voulez, en évoluant, cette inflexion va avancer en même temps que les évolutions de la famille protestante et l'avènement de certains groupes, des groupes qu'on pourrait dire plus radicaux et puis ensuite qu'on appellera plus fondamentalistes. En tous les cas, dedans, on peut mettre par exemple les puritains d'abord et puis une partie des évangéliques ensuite, quand ils apparaissent à partir du XVIIIe siècle, qui vont transformer le restaurationnisme, qui vont le transformer en autre chose. Et cette autre chose a oscillé, ou si vous voulez, à balancer entre d'abord une justification qu'on pourrait dire de type analogique, comparative, entre la nation et la terre britannique d'un côté, puis la nation et la terre américaine de l'autre, avec Israël. Donc, terre britannique, terre américaine, nation américaine sont dans cette vision-là de nouveau Israël ou un nouvel Israël. Et on va dire que la majorité un peu écrasante des églises protestantes à l'époque moderne et puis au XIXe siècle
s'arrête à cette interprétation-là, si vous voulez. Mais dans l'oscillation ou dans l'évolution, vous avez aussi un deuxième balancement qui conduit à ce que je pourrais appeler une justification parousique. Hein, une justification à partir de l'interprétation de la fin des temps, et c'est la restauration en question du peuple juif sur sa terre en Palestine ou en Terre Sainte, devient une nécessité pour l'économie, pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire que le chrétien doit s'engager à faire advenir cette réalité de la restauration du peuple juif en Terre Sainte. Ça devient une obligation religieuse. On peut dire que la première oscillation a été majoritaire et la seconde, la justification parousique, a existé aussi rapidement, mais a toujours été très minoritaire dans le passé. Voilà. Si on en vient aux États-Unis, on voit que le sionisme chrétien a occupé une place très importante, voire centrale dans la relation entre la religion et le politique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce sionisme a évolué aux États-Unis au cours du XXe siècle et aussi en Grande-Bretagne, et comment il a influencé les événements majeurs comme la déclaration de Balfour en 1917 ou la création de l'État d'Israël en 1948? Alors, je voudrais citer les travaux d'un historien des relations internationales américain, Walter Russell Mead, qui est un auteur absolument formidable, qui vient d'écrire en 2022 un ouvrage qui s'appelle The Ark of Covenant, dans lequel il explique que la relation analogique dont j'ai parlé tout à l'heure entre le peuple et la terre d'Israël, avec la construction de l'identité nationale américaine, elle est absolument fondamentale pour comprendre l'histoire même des États-Unis. Alors, en politique intérieure, cela a donné de la force, par exemple, aux justifications territoriales, notamment à travers la narration qui commence à partir des années 1830 et 1940, qu'on a appelé la destinée manifeste. Et la destinée manifeste, c'est très exactement la cause ou la légitimité nécessaire pour les États-Unis pour passer le Mississippi et partir à la conquête de toutes les terres de l'Ouest jusqu'à l'océan Pacifique, parce que c'est la destinée que Dieu a donnée aux Américains, eh bien, de prendre possession de toutes ces terres qui sont à l'Ouest. Ensuite, en politique extérieure, il me semble qu'il faut faire beaucoup de distinction, parce que la place dont vous parlez n'est pas aussi centrale en fait. Il faut distinguer entre ce qu'a produit la culture restaurationniste et analogique dans le protestantisme mainstream ou évangélique tout au long du XXe siècle, et le sionisme chrétien lui-même, donc de type parousique, qui est très très militant pour la création et ensuite pour la défense de l'État d'Israël, mais qui est infiniment minoritaire, ou dont la voix ne porte pas pendant très longtemps. Alors quand même, il y a un moment à la fin du XIXe siècle où la théologie fondamentaliste, millénariste, dite dispensationaliste, du pasteur anglais John Nelson Darby, donc on l'appelle aussi darbisme, c'est plus pratique. Cette théologie qui intègre les signes, qui intègre les prophéties et qui annonce la proximité de la fin des temps, eh bien, elle s'installe aux États-Unis parce que Darby vient prêcher aux États-Unis entre les années 1860 et 1880, et sa prédication est très bien reçue et elle touche beaucoup de communautés qui dépassent le courant conservateur qui existe alors aux États-Unis, qui n'est pas encore le fondamentalisme, mais on y arrive. Donc les presbytériens,
Reformed Evangelicals, les baptistes, sont touchés par la prédication du pasteur Darby. Et ça relance la ferveur missionnaire dans ces églises qui ciblent les Juifs dans l'espoir de les sauver. Et Darby insuffle surtout une large attention aux Juifs comme partie intégrante du dessein de Dieu, et avec l'idée que les Juifs retourneront en Palestine pour construire un État politique indépendant qui va préparer le retour, qui va préparer la voie, si vous voulez, au retour du Messie. Et lorsque Jésus viendra établir son royaume de justice, le millénium, eh bien, les Juifs l'accueilleront, le reconnaîtront comme leur sauveur. Et dans cette prédication-là, s'ils ne le font pas, ils seront éternellement perdus. Donc ce morceau-là va finir par être oublié. Et par contre, Darby a eu un grand disciple qui s'appelle William Blackstone, et qui est mort en 1935. Et Blackstone a consacré finalement sa vie, sa prédication, a développé un plaidoyer politique de grande ampleur. Essentiellement au départ, donc dans les années 1890, concentré à sauver les Juifs russes qui vivent une situation dramatique de pogrom depuis les années 1880, donc avec l'idée de prendre les Juifs russes et de les réfugier, en quelque sorte, de les amener en Palestine, et de les amener en Terre Sainte. Et la Palestine est, à ce moment-là, commence à accueillir des communautés sionistes, et Blackstone va faire un voyage dans ces colonies agricoles entre 1888 et 89, et vraiment, ça lui semble la solution idéale pour les Juifs russes, et il prend appui pour activer, si vous voulez, sa militance, et qu'elle fasse écho dans les milieux politiques et surtout auprès du gouvernement américain. On verra comment tout à l'heure. Donc il s'appuie sur les représentations patriotiques et religieuses en même temps des Américains de son époque, héritées des puritains américains. Donc qui associe des croyances messianiques, une comparaison entre le peuple élu américain et le peuple élu de la Bible. Donc voilà, donc un fort agenda à la fois philo-sémite, pro-sioniste, avec un fort sentiment patriotique américain. Et en 1891, Blackstone joue un rôle décisif dans l'élaboration et dans le succès d'une pétition qui est restée célèbre, qui s'appelle la pétition Palestine for the Jewish, et qui est restée aussi célèbre sous le titre de Blackstone Memorial. Et des 400 très grands Américains de l'époque, enfin grandes personnalités de l'époque, signent cette pétition qui rappelle les persécutions commises contre les Juifs de Russie, qui souligne la dimension humanitaire à les sauver de la persécution et des pogroms, et qui enjoint le gouvernement américain d'un devoir quasiment religieux de sauver, d'intervenir dans le but de sauver ces Juifs russes. Alors, le président Harrison va être touché par cet appel, c'était lui qui était en poste à l'époque, et plus tard, avec la Première Guerre mondiale, Blackstone est à nouveau sollicité pour un nouveau mémorial par un ensemble de sionistes américains, alors là, qui ne sont ni chrétiens ni religieux. Donc, parce que le sionisme commence à s'organiser aux États-Unis au début du XXe siècle. Et un nouveau mémorial est présenté au président Wilson de deux manières, qui a été rédigé par Blackstone pour soutenir la déclaration Balfour. Donc là, on a une forme de connexion. Mais ensuite, quand on avance dans l'histoire des États-Unis, dans l'entre-deux-guerres, et même au moment de la création de l'État d'Israël,
on ne retrouve pas l'influence des sionistes chrétiens, même si on sait que les comités sionistes qui s'organisent dans l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale fonctionnent avec beaucoup de militants qui sont sionistes chrétiens. Et on sait que Truman était favorable à la naissance de l'État d'Israël, qu'il a reconnu tout de suite, mais la position de Truman ne va pas être reprise par le département d'État. Et finalement, on a une politique extérieure américaine qui, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec le début de l'État d'Israël, jusqu'aux années 1970-80, n'intègre absolument pas la dimension dont j'ai parlé, ni analogique, ni parousique, de la relation des Américains à la terre et au peuple juif. Le département d'État américain suit une politique internationale qui n'est pas favorable à Israël, se méfie beaucoup de l'État d'Israël. À l'époque des années 50, la philosophie diplomatique américaine et celle d'une politique de proximité au Proche et Moyen-Orient arabe. Et donc, il faut toute une série de circonstances, qu'on ne va pas retracer ici, pour que cette politique des États-Unis au Proche et Moyen-Orient commence à considérer Israël comme le nouvel allié ou un nouveau partenaire possible. Mais ça, c'est pas avant la fin des années 70, et on peut même le dater autour de la présidence de Jimmy Carter. Donc, sur la longue histoire, si vous voulez, des États-Unis, l'influence dont vous parlez, des sionistes chrétiens, où la place centrale, elle n'existe pas en fait, et même les évangéliques eux-mêmes, en politique internationale, avant les années 70, n'ont pas été si favorables que ça non plus envers l'État d'Israël, parce qu'ils avaient eux-mêmes une très forte tradition de prosélytisme, de mission au Proche et au Moyen-Orient, et ils voyaient finalement d'un meilleur œil les Palestiniens, au sein desquels il y avait beaucoup de missions évangéliques, et il y avait effectivement à ce moment-là encore une forte proportion de Palestiniens chrétiens dans la région, et de chrétiens qu'on appelle aujourd'hui orientaux. Et donc, leur proximité à l'État d'Israël est très relative, d'autant qu'ils considèrent que c'est un État qui n'est pas favorable du tout aux chrétiens. Donc, on a un panorama à la fois culturel et international qui ne favorise pas du tout la militance du sionisme chrétien, au moins jusqu'aux années 1970. Alors, merci beaucoup. Vous avez donc évoqué l'importance de la question israélienne aux États-Unis depuis les années 70. À ce propos, Edward Said écrivait, au sujet des États-Unis, que la Palestine et Israël sont considérés comme des questions de politique intérieure et non de politique étrangère. Donc, dans un contexte où la relation américano-israélienne est largement façonnée par des questions, des accords économiques, des questions géostratégiques, également les aspects religieux, comment est-ce que vous évaluez l'importance du sionisme chrétien en lui-même vis-à-vis de ces autres dimensions? Est-ce qu'on peut les séparer ou est-ce qu'elles sont intrinsèquement liées? Alors, honnêtement, c'est pas une question facile, parce que je dirais qu'elle est évolutive. Et au fur et à mesure de l'évolution, on voit le phénomène s'entrelacer, les phénomènes s'entrelacer. Mais ce que dit Edward Said, c'est un peu ce que disait Walter Russell Mead, d'une autre manière. C'est-à-dire que l'histoire, le rapport à Israël et à la Palestine est lié aux États-Unis à l'histoire de l'identité nationale. À la formation de l'identité nationale américaine, à la mémoire culturelle d'une partie encore importante de la population américaine, mais que dans le passé, un a priori favorable à l'existence de l'État d'Israël ait existé parmi cette majorité américaine, ne signifiait pas qu'elle avait, cette majorité-là américaine, un avis négatif sur les Palestiniens, dont beaucoup étaient chrétiens, comme Edward Said.
et ni non plus que cet a priori se reflétait dans la politique extérieure des États-Unis. Et on peut dire que la position de Jimmy Carter, à la fin des années 70, du président Jimmy Carter, elle est représentative d'une forme d'équilibre qui existait alors et qui est restée une ligne diplomatique parmi les démocrates d'ailleurs, que la paix et la solution à deux États était ce à quoi il fallait arriver. Et Jimmy Carter y rajoutait sa dimension religieuse, parce qu'elle était très forte, c'était un évangélique extrêmement pieux. Donc il rajoutait pour la première fois, par son investissement personnel, une dimension religieuse forte, qui était celle d'aider à la réconciliation des enfants d'Abraham. Et il l'a écrit dans plusieurs textes, et notamment dans sa biographie. Donc ce qui s'est produit à partir des années 80, c'est que, en même temps qu'Israël est rentré dans une alliance et un partenariat économique et militaire avec les États-Unis, il s'est produit une progressive distorsion de la mémoire, si je puis parler comme ça, de la mémoire biblique des Américains en défaveur des Palestiniens d'un côté, qui vont être assimilés aux islamistes du Hamas qui se constituent à ce moment-là, qui émergent, et aussi, après les intifadas ou avec les intifadas, l'émergence d'un terrorisme d'un nouveau genre kamikaze qui n'existait pas et qui va faire beaucoup de tort à l'image des Palestiniens aux États-Unis. Et Israël l'impression change, Israël devient la protectrice des chrétiens, et puis vous avez une infusion qui commence de plus en plus profonde des thèses et des revendications de ce qu'on a appelé la mouvance de la droite chrétienne. Alors, tout ça se combine en même temps pendant ces années 80, et cette infusion de la droite chrétienne se produit au sein du Parti républicain. Et donc la fin de la guerre froide, les années 90 ont donné aux républicains une nouvelle vision géopolitique, qu'on pourrait appeler de conflit de civilisation. Et ce que les démocrates n'avaient pas du tout et continueront à ne pas avoir dans leur politique extérieure. Mais finalement, cette vision, eh bien, ça va être celle de l'Occident chrétien contre l'islam. Et on a eu beaucoup de textes qui ont été écrits là-dessus. Et l'ouvrage donc de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, qui a été absorbé comme une vérité diplomatique, on va dire, et commence donc à circuler la notion de civilisation judéo-chrétienne, d'autant plus que, j'allais dire malheureusement, en face, vous avez dans le discours la narration d'Al-Qaïda, eh bien cette dimension prosélyte extrêmement forte qui se diffuse autour de l'omniprésence de l'ennemi israélien et la certitude qu'il sera détruit. Donc, si vous voulez, la destruction d'Israël fait partie de la narration d'Al-Qaïda. Et cette narration est le fondement de la légitimation eh bien, des attentats du 11 septembre. Donc, les éléments de langage qui font partie de la narration que diffuse Al-Qaïda se retrouvent aussi au sein du Hamas. Donc voilà, dans cette évolution, qui est complexe, mais en même temps, on voit comment les choses se mettent en place, dire que les sionistes chrétiens ont joué leur partition. Au sein de la droite chrétienne, et tout d'abord en reconstituant des organisations militantes entre les années 70 et 90, dont notamment le Christian United for Israel, qui sera d'ailleurs relancé encore en 2006. Et c'est des groupes, des organisations sionistes chrétiennes qui renaissent et qui deviennent très nombreuses dans les années 90, il y en a encore de nouvelles qui naissent, se rapprochent d'organisations, on pourrait dire nationalistes ou sionistes religieuses israéliennes. Et ce rapprochement, d'ailleurs, est entretenu
favorisés par les gouvernements israéliens, dont ceux dirigés par le président du Likoud d'alors, hein, le Likoud, le parti du Likoud, Monsieur Netanyahou, qui arrive une première fois au pouvoir en 1996. Donc finalement, tout ça fabrique au sein de la droite chrétienne et auprès des républicains une lecture qu'on pourrait considérer de plus en plus fondamentaliste, ou en tous les cas une lecture d'Israël qui devient beaucoup plus sioniste, beaucoup plus favorable, et de la même manière, la lecture que font les sionistes chrétiens d'Israël déteint aussi dans des formations très conservatrices, des formations religieuses, des églises religieuses très conservatrices, comme par exemple la Convention des baptistes du Sud, qui est très militante et qui va soutenir, par exemple, toute la politique extérieure du gouvernement de Bush fils, hein, donc au début du XXe siècle et après les attentats de 2001. Et par exemple, la Convention baptiste du Sud a soutenu le président dans sa guerre préventive contre l'Irak en 2003. Donc voilà, on doit à la militance évangélique de la droite chrétienne et au sein de celle-ci à la voix particulière des sionistes chrétiens qui ira croissante, enfin, on va l'entendre de plus en plus. On leur doit l'affirmation forte du soutien américain à Israël, indéfectible, en tous les cas au sein du Parti républicain, et un certain nombre de manifestations qu'on pourrait considérer comme sionistes dans les années 90, comme l'Embassy Act du Congrès en 1995. Vous avez aussi une grande fête des organisations sionistes pour le cinquantenaire de la naissance d'Israël en 1998, en Floride. Et puis, quelques jours avant cette grande fête, qui a lieu en 1998, Monsieur Benjamin Netanyahu a fait une conférence à Washington dans le cadre d'une organisation sioniste qui s'appelait Voices, United for Israel, et il y avait 3000 personnes qui étaient là pour le soutenir, qui étaient des protestants évangéliques, et s'adressant à eux, Netanyahou a eu ces mots: « Nous n'avons pas de meilleurs amis et alliés que les gens assis dans cette salle ». Voilà, donc on retrouve ensuite les sionistes chrétiens qui défendent dans les années 2000 la guerre contre l'Irak, également on commence à entendre des républicains qui affirment qui expliquent qu'il n'y a pas de territoire occupé, mais la terre d'Israël de partout selon les frontières bibliques. Et nous avons des déclarations, enfin, on peut retracer, si vous voulez, l'imprégnation progressive au sein du parti républicain. Donc, tout ça fait que quand ces derniers sont au pouvoir, ils commencent à s'éloigner de l'objectif d'une paix négociée avec à terme une solution à deux États. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, cette question n'est pas posée d'un point de vue diplomatique, et non plus Israël n'est pas incité par le gouvernement américain, quand il est de tendance républicaine, à cesser la colonisation des territoires palestiniens. Donc voilà, il n'est pas question finalement de penser la création d'un État palestinien, parce que cet État palestinien, si j'essaie d'extrapoler, s'il existait, ça serait potentiellement un État terroriste. D'ailleurs, je pense à un exemple très concret qui a été le retrait de l'armée israélienne en 2005 de la bande de Gaza. Ce retrait a été très très critiqué par un certain nombre de républicains et parmi les grandes figures du sionisme chrétien américain, et parmi donc des évangéliques, des fondamentalistes connus, on va dire. Et ainsi, quand en
En 2006, Ariel Sharon a été victime d'une hémorragie cérébrale. On a le fondamentaliste Pat Robertson, qui est connu aux États-Unis, qui est une personnalité médiatique, qui a expliqué que c'était une punition parce que, en ordonnant l'évacuation des colonies juives de la bande de Gaza, eh bien, Sharon avait divisé la terre de Dieu. Divisé la terre de Dieu. Voilà, donc on a la renaissance en 2006 de la fameuse et grande organisation aujourd'hui Christian United for Israel, avec une personnalité extrêmement, comment dire, extrêmement, alors à la fois médiatique et qui est un vrai rouleau compresseur, qui a réussi à restructurer derrière lui, derrière son organisation, des centaines de petites organisations sionistes. C'est le pasteur Hagi, qui est très connu, donc, et qui n'hésite pas à diffuser ce qu'il pense et à chercher par différents moyens à être au contact du Parti républicain et de ses leaders. Et ce pasteur Hagi a été l'un des principaux, sous Barack Obama, responsables sionistes chrétiens, à dénoncer l'antisémitisme de Barack Obama, disant que c'était le président le plus antisémite de toute l'histoire des États-Unis, notamment parce qu'il cherchait à se rapprocher de l'Iran pour négocier un traité, un accord nucléaire qui était complètement dirimant pour Israël. Donc, en cherchant cet accord nucléaire avec l'Iran, il portait atteinte fondamentalement aux intérêts de l'État d'Israël. Et la pression au sein du Parti républicain contre la politique internationale de Barack Obama a été très forte, notamment de la part des sionistes chrétiens. Merci beaucoup. Donc on a vu l'imprégnation de ces sionistes chrétiens qui proviennent beaucoup de groupes fondamentalistes religieux évangéliques. On voit aussi que ces mêmes personnes font partie de la base dure du président Donald Trump. On voit que dans l'administration de Donald Trump, lors de son premier mandat, qu'il y avait une mise en avant d'idées liées au sionisme chrétien, comme par exemple le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Est-ce que vous voyez la période du premier mandat de Trump comme une sorte de rupture ou comme une continuité de l'histoire du sionisme chrétien aux États-Unis, et quelles sont un peu vos prévisions pour le deuxième, si vous osez vous aventurer là-dedans, le deuxième mandat de Donald Trump? Il me semble que la période Trump 1, on va parler de Trump 1 et Trump 2, mais en même temps, ce qui s'est passé pendant le mandat de Barack Obama a aussi son importance. Donc il y a une forme de continuation depuis le milieu des années 2010 qui est assez facile à suivre. Hein. Donc c'est là encore une évolution dans la continuation, et dans cette évolution peut-être une aggravation dans les orientations prises. Cette période, c'est celle d'une intégration encore plus grande des thèses sionistes chrétiennes à l'intérieur de ce nouveau courant qui continue le conservatisme religieux dans le Parti républicain, mais que les analystes politiques, comme par exemple Samuel Perry d'un côté ou Philippe Gorski de l'autre, ont appelé le nationalisme chrétien. Donc, si vous voulez, le nationalisme chrétien, c'est un étage de plus dans l'évolution du conservatisme américain, qui passe en fait d'un conservatisme de tradition à un conservatisme religieux. Et alors là, dans le nationalisme chrétien, ce conservatisme religieux a encore une teinte plus,
on va dire, plus, on l'entend d'ailleurs, on parle de nationalisme chrétien, encore plus radical. Et on peut du coup trouver beaucoup de traces dans le contenu du nationalisme chrétien, de la relation ou de la manière de voir donc Israël par le prisme de ce que pensent les sionistes chrétiens. Donc d'abord la figure même du secrétaire d'État de monsieur Trump, premier mandat, Mike Pompeo. Alors Mike Pompeo, c'est un évangélique sioniste qui ne s'est jamais caché d'être ce qu'il était, et il était quand même le secrétaire d'État, c'est-à-dire le patron de la diplomatie et de la politique extérieure américaine. Et il a pu déclarer à de nombreuses reprises que derrière la naissance de l'État d'Israël, il y avait la main de Dieu. Il l'a répété à de nombreuses reprises, dans de nombreuses interviews. Et il est allé visiter le Golan et les territoires en déclarant qu'il était en Israël dans les deux cas. Hein, une semaine avant la reconnaissance par les États-Unis de l'annexion du Golan et donc de la souveraineté d'Israël sur le Golan. Reconnaissance officielle par les États-Unis. Il y a eu ensuite l'épisode très commenté de la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël et le transfert, malgré quand même une opposition assez forte d'une partie de l'administration Trump, donc qui ne pensait pas que c'était une bonne idée. Donc le transfert de cette ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, avec une cérémonie qui a été particulièrement spectaculaire, et tout un tas de personnalités qui ont été présentes et invitées, qui représentent donc ces courants. Alors, comme cette affaire a entraîné une protestation de l'autorité palestinienne, et même de la part de l'autorité palestinienne, un retrait diplomatique, si vous voulez, l'autre conséquence que cette affaire a eue, c'est que les États-Unis ont cessé toute relation diplomatique avec l'autorité palestinienne tout le temps du mandat de M. Trump, et ont aussi cessé leur aide financière à l'autorité palestinienne, une aide qui a été rétablie par l'équipe, par M. Biden quand il est revenu au pouvoir. Bon, ce n'est pas une aide colossale, elle s'élève à 200 millions de dollars. Donc on ne peut pas la comparer avec, évidemment, l'aide financière matérielle économique que les États-Unis fournissent à Israël en vertu de plusieurs accords renouvelés. Donc, autre exemple, le fameux plan de paix qui a été préparé par les émissaires de Donald Trump, en l'occurrence son propre gendre, accompagné de son propre avocat, donc qu'on a appelé le plan de paix Kushner-Greenblatt, du nom de l'un et de l'autre. Bon, ça a été une discussion entre eux-mêmes en tant qu'émissaires américains et le gouvernement israélien pour quoi faire sans aucun partenaire palestinien dans cette discussion qui a duré 2 ans, qui a accouché d'une carte et qui a été à peu près enterrée à peine rendu public. Mais ce qu'il y a d'intéressant ou de symptomatique dans ce plan, c'est que justement, il n'y avait aucune représentation légitime, ni aucune légitimité de représentation du côté palestinien. Bon, voilà quelle était la politique américaine de cette période. Et aussi, autre point, l'idée se répand parmi les républicains du Congrès, une idée qui jusque-là n'apparaissait pas, qui est celle de la reconstruction du temple de Jérusalem, donc sur la grande esplanade qu'on appelle aussi l'esplanade des mosquées.
cette idée de reconstruction, elle fait l'objet d'une militance de la part d'un certain nombre de groupes en Israël même, de groupes religieux fondamentalistes en Israël même, mais c'est quand même aussi un marqueur de la croyance des sionistes chrétiens parosiques eux-mêmes, puisque eh bien, il faut reconstruire l'endroit où va se situer le trône de la royauté terrestre du Christ après son deuxième avènement. Et on a ainsi une personnalité qui va représenter cette nouvelle idée, qui est l'actuel speaker qui a été le speaker, qui est devenu le speaker républicain de la Chambre, qui s'appelle Mike Johnson. Et Mike Johnson est allé, donc il fait un certain nombre de déclarations, et il est allé en 2020 sur l'esplanade, invité par un groupe défendant la reconstruction du temple, finalement à l'endroit de la mosquée Al-Aqsa. Donc il est allé accompagné pour faire preuve non seulement de présence, mais de son accord de fond avec cette idée. Voilà, donc tous ces phénomènes font que on peut se poser la question de la future politique des États-Unis au Proche-Orient demain, parce que déjà, il y a eu quand même une réaction très unanime après l'attaque du 7 octobre de l'année dernière, et après, avec cette attaque, donc la riposte de l'armée israélienne dans la bande de Gaza pour traquer le Hamas, donc une riposte qui a été à ce point colossale et considérable qu'elle a progressivement entraîné des réactions internationales. Et face, si vous voulez, à la division des opinions et de la communauté internationale devant la riposte israélienne, les sionistes chrétiens ont été très actifs à défendre absolument Israël, avec cette idée qu'Israël a été attaqué, qu'elle devait se défendre. Donc ça, c'est une idée très forte et très fréquemment avancée, mais qu'elle devait être défendue absolument, c'est-à-dire de manière inconditionnelle par les États-Unis. Les États-Unis devaient défendre Israël dans tous ses choix, y compris ses choix militaires. Ils devaient se tenir prêts à aider Israël, et les Palestiniens, ils avaient en quelque sorte choisi le camp. Alors, le camp des ennemis des dieux. Pourquoi je parle de ce camp-là? Parce que là aussi, beaucoup de déclarations qui font appel donc à la protection de Dieu sur Israël, ou Dieu se tenant aux côtés d'Israël dans cette guerre. Et le pasteur Hagi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la Christian United for Israel, a déclaré devant les médias que on était rien de moins peut-être qu'au commencement de la grande bataille d'Armageddon, donc la grande bataille avec d'un côté les armées du Seigneur face à celles des puissances, des mauvaises puissances, qui allaient immanquablement être détruites. Donc on a là tout un ensemble de propos, de discours, d'attitudes extrêmement fermes qui nous font penser, nous font présenter des hypothèses de ce que pourrait être la position des États-Unis demain face à la politique
actuelle de l'État israélien, c'est notamment sa politique militaire. Alors ce sont que des hypothèses. Ce sont que des hypothèses, bien sûr, mais comment on pourrait les présenter l'une après l'autre. D'abord, les gens qui ont été choisis, notamment le secrétaire d'État, le nouveau secrétaire d'État prévu, qui c'est Marco Rubio, qui est bon, un évangélique convaincu. Enfin bon, il alterne, il est évangélique, catholique. Bon, enfin, il alterne. Mais globalement, il est un peu sur ses positions. Sur ces positions-là, et surtout le nouvel ou le futur ambassadeur des États-Unis en Israël, alors qui s'appelle Mike Huckabee, et qui est l'ancien gouverneur du Texas. Alors Mike Huckabee, il est connu pour être un fondamentaliste chrétien. Il est à la fois créationniste et sioniste, et cet ambassadeur qui est chrétien et qui n'est pas traditionnellement, les ambassadeurs des États-Unis en Israël sont juifs. Et cette fois-ci, c'est un chrétien évangélique, et j'ai lu sous la plume d'un commentateur que c'était peut-être aussi une manière, puisque Donald Trump l'a déclaré une fois, que finalement, aux États-Unis, c'était plus les chrétiens que les juifs américains qui étaient les amis d'Israël. Donc, on a cet ambassadeur, et en face, donc, le futur nouvel ambassadeur d'Israël aux États-Unis, qui est également connu pour être un nationaliste adepte de la solution du Grand Israël, hein, c'est-à-dire des frontières, futures bibliques de l'État d'Israël. Donc, on peut craindre, dans ces conditions, que les États-Unis n'interviennent pas pour empêcher l'éventuelle annexion de la bande de Gaza ou l'annexion de la Cisjordanie. On peut craindre que les États-Unis ne réagissent pas si, d'une manière ou d'une autre, les habitants de Gaza étaient déplacés hors de la bande de Gaza. Sous quelles conditions? Non, je ne m'avance pas davantage. Si vous voulez, ce qu'on peut craindre finalement, c'est que les États-Unis ne réagissent sur rien, et que d'un autre côté, ils défendent aussi Israël face à la communauté internationale, notamment face à toutes les affaires qui sont arrivées devant les juridictions internationales, aussi bien celles qui dépendent de la Cour internationale de justice que donc la mobilisation la mobilisation de la Cour pénale internationale. Donc on a déjà vu un certain nombre de réactions, pas simplement du côté des républicains, mais aussi des démocrates, contre la décision de la Cour pénale internationale. Voilà. Mais la critique, la remise en cause des décisions des grandes juridictions internationales par les États-Unis demain, la pression sur l'Organisation des Nations Unies, par exemple, pour mettre fin, fermer l'organisme qui s'occupe des réfugiés, l'UNRWA, qui s'occupe des réfugiés normalement dans les territoires palestiniens, que cette organisation soit démantelée, qu'elle ne soit plus financée, qu'elle soit démantelée, comme le demande l'État israélien, qui considère qu'elle protège les terroristes du Hamas. Donc voilà, on a un ensemble d'hypothèses de ce que pourrait provoquer à la fois cette influence, cette imprégnation. Bon, en même temps, ce ne sont que des hypothèses, et rien n'est écrit non plus, hein. Voilà, donc on peut aussi ne pas être aussi inquiet pour l'avenir de la région. Alors, donc là, avec le deuxième mandat de Trump, on est vraiment dans une dynamique de continuité du soutien américain à Israël, et de cette continuité de l'importance du sionisme chrétien.
Mais si on pense à d'autres facteurs religieux, notamment la grande désaffiliation qui se produit aux États-Unis, donc désaffiliation religieuse chez les jeunes, en intégrant ce facteur-là, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du futur plus général du sionisme chrétien aux États-Unis? Alors, moi, j'essaie dans la mesure du possible, bien sûr, de considérer les faits, les événements comme étant toujours de manière naturelle, en perpétuelle évolution. Les choses ne sont pas statiques. Il y a des mouvements de l'histoire et donc la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est finalement un aboutissement de beaucoup de phénomènes entrelacés. Mais il est fort possible que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Pourquoi ? Parce que justement, vous venez de le dire, il y a un double phénomène aux États-Unis qui n'est pas simplement la montée de ce qu'on appelle les sans religion, les nones, dans les nouvelles générations, qui prennent une proportion spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils arrivent presque à 30% de la population aujourd'hui, quand ils étaient au début du 21e siècle à 7%, entre 5 et 7%. Donc, on a ce premier phénomène de désaffiliation et de chrétiens qui n'ont et qui ne veulent pas ou qui n'ont plus de référents religieux forts et donc qui ne rentrent pas dans toutes les narrations dont nous venons de parler, et les narrations notamment identitaires américaines, qui donc recoupent christianisme et nation américaine. Donc on a ce premier phénomène. Et l'autre phénomène, c'est aussi un phénomène démographique, mais qui n'est pas lié à la montée des sans-religion, mais qui est lié tout simplement à l'origine des Américains. D'un point de vue démographique, alors bien sûr, les évangéliques dont nous parlons comme grand groupe étant, les évangéliques diminuent, leur taille démographique diminue, mais pas seulement la population chrétienne diminue. Mais à côté de ça, l'origine des Américains se pluralise encore davantage. Et l'un dans l'autre, les Américains d'origine chrétienne et européens sont encore majoritaires, mais de moins en moins nombreux. Et dans les jeunes générations qui montent en âge et qui seront la future population de citoyens américains et qui commencent à l'être déjà, le ratio dans les origines est en train de se modifier. C'est-à-dire que l'Américain de demain viendra beaucoup plus d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique qu'il ne vient d'Europe. Donc la mixité des origines américaines, elle ne peut pas ne pas avoir un impact, comme la baisse de la pratique religieuse et la montée des sans-religion, ne peut pas ne pas avoir un impact sur le discours des origines ou sur la narration nationale. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans l'identité de la population américaine et ces changements vont nécessairement entraîner des ajustements du discours national. Et la référence, les liens par exemple, qu'on a évoqués, d'affinité, d'analogie entre les Américains, peuple et terre, peuple choisi, terre sainte, Nouvelle Israël, et Israël même. Bon, cette conjonction va progressivement se diluer. Et vous avez beaucoup d'Américains qui déjà aujourd'hui ne peuvent pas se reconnaître
et d'ailleurs qui sont exclus par ceux qui s'estiment être des vrais Américains et qui les dénoncent comme étant anti-américains. Donc vous avez quand même une population de plus en plus importante qui ne peut pas se reconnaître dans le discours des origines, parce que ce discours-là, ne serait-ce que par leur propre religion, s'ils ne sont pas chrétiens, les exclut de cette identité commune. Donc, le débat autour de ce que vont être les Américains demain, c'est un vrai débat à la fois culturel et politique, qui aura nécessairement des répercussions sur la politique internationale des États-Unis. Mhm.